Moi, je m'appelle Antoine et donc j'ai la chance de parler quelques minutes avec toi, Frédéric. L'objectif de ce slot, c'est parce que normalement, vous participez tous à des transformations digitales ou des transformations agiles au sein de vos organisations pour vos clients. C'est que vous repartiez avec l'historique de ce qu'a fait le 89C3. On va reparler de ce que veut dire le 89C3 dans le groupe BPCE. Et que vous puissiez poser vos questions à Frédéric. Donc, on va parler un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Et puis ensuite, on vous laissera le micro dans la salle pour que peut-être vous puissiez repartir avec quelques outils activables ou des bonnes idées, puisque le 89C3 fait partie des entités qui commencent à réussir, et même très bien, les transformations digitales au sein de grands groupes. Donc, Frédéric, tu es directeur adjoint Digital Technologie et Partenariat. Tu diriges la Digital Factory du groupe BPCE. Tu as travaillé auparavant à la SNCF, tu as travaillé chez Orange, chez Capgemini. Tu as 52 ans. Voilà. Tu m'as dit que je pouvais dire ton âge. Il n'y a que chez les femmes qu'il ne faut pas dire l'âge. C'est vrai, nous on peut. Et d'abord, j'aimerais te poser une question toute bête. Tu fais partie d'une équipe qui s'appelle le 89C3 au sein du groupe BPCE. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire le 89C3 et quel est son rôle, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc 89C3, c'est une invention sur un bout de table. En gros, c'est BPCE en lit. Donc on a transformé le B en 8. Voilà quoi. Le P en 9. Le C, on n'a pas trouvé. Et le 3, c'est pour le E. Et c'est quelque chose qu'on a lancé au tout début pour dire qu'on démarrait une transformation. C'était en fin de 2016. Et le nom est resté, et à tel point que maintenant, dans tout le groupe BPCE, qui fait 110 000 personnes, quand on dit 89C3, voilà, ça signifie une équipe, une transformation digitale, on ne sait pas bien, mais en tout cas, voilà, ça signifie beaucoup de choses. Et donc, comme quoi, des fois, il y a des noms qui restent, comme les impressionnistes et 89C3. Non, voilà, c'est un chouette parallèle. Sauf que ce n'est pas des journalistes qui l'ont inventé, mais c'est nous. Tu dis que c'est une transformation digitale que vous avez démarrée fin 2016, donc il y a 3 ans. Voilà, je pense que certains dans la salle se retrouveront dans cette temporalité. Au bout de 3 ans, après le démarrage, vous en êtes où et vous avez réussi à embarquer combien de personnes? D'accord. Alors voilà, ça fait 3 ans. Alors aujourd'hui, on a le sourire là quand on regarde, quand on s'arrête quelques instants et qu'on regarde dans tout ce qui a été fait. Et pourquoi? Parce que quand on est arrivé, on avait un univers qui était très challenging, notamment pour le groupe BPCE qui se percevait en retard dans sa transformation digitale. Tous les dirigeants étaient d'accord là-dessus, donc c'était vraiment un avantage pour nous pour démarrer. C'était le moment aussi, souvenez-vous, en 2016, où N26 s'apprêtait à se lancer en France, où on prédisait que les fintechs allaient renverser les banques traditionnelles parce qu'elles avaient des offres très simples. On pouvait souscrire en 5 minutes, avoir une carte, les comptes qui étaient tenus à jour immédiatement. Voilà, il y avait plein de conditions et on est arrivé dans cet univers-là et avec une chance, c'est que le groupe avait perçu qu'ils n'étaient pas dans la course là-dessus, ce qui a permis de faire des trucs comme donner un nom de 89C3 à nos affaires. Et aujourd'hui, on est super content parce que donc, nos apps, qui étaient les sujets sur lesquels on a mis le paquet en arrivant, elles ont les meilleures notes des banques traditionnelles sur les stores. Donc on est à 4.4 sur iOS et à 4.3 sur Android. Donc on a les meilleures notes des banques traditionnelles. On a progressé de 1,6 points en un an sur iOS. Donc vraiment on a fait des efforts. Au bout de 3 ans, on a toutes les fonctions qui sortent. Et là récemment, il y a le D-Rating qui dit que quand il a un critère où il mélange à la fois l'intensité d'usage et la satisfaction des utilisateurs, et il nous classe deuxième, y compris devant des pure players.
Et donc, voilà. Donc, c'est des trucs, voilà, ça fait plaisir quand on est dans ce business. Et franchement, c'est top. Et on a 5 millions d'utilisateurs. Donc, on a encore de la pénétration à faire parmi les clients de la banque. Et ça, voilà. Donc, non seulement on a une bonne dynamique, mais en plus, il nous reste du terrain à parcourir. Donc, franchement, c'est top. Quand on a préparé cette interview, on s'est dit avec Frédéric que ça faisait chouette comme ça d'annoncer ces chiffres-là, mais du coup que ça pouvait faire penser que faire du digital dans une grande banque traditionnelle, c'était fastoche. Je pense qu'on est plusieurs dans la salle à travailler dans le secteur. Nous, on a la chance, côté Xebia, de travailler ou d'avoir travaillé avec plusieurs grands groupes bancaires. Et je suis persuadé que c'est pas si facile que ça. Et je pense que c'est aussi ta conviction. Pourquoi c'est difficile de faire du digital dans le secteur bancaire traditionnel? Ouais, quand on est arrivé, on pensait pas, moi je pensais pas que ça serait aussi compliqué. On venait du e-commerce où les choses ont l'air simples, hein. On met des offres en vente en ligne, on achète ce qu'il faut chez Google, chez TripAdvisor, enfin votre réseau préféré pour avoir du trafic, et puis on regarde les ventes, et puis on gère tout ça. On prend en plus un outil qui permet de savoir combien d'endroits sont passés les clients avant de venir, etc. Enfin voilà, on fait des mathématiques pour vendre des produits. Et puis, ça marche bien. Dans la banque, c'est très, très différent. Les produits sont très différents, il y a beaucoup d'interventions humaines. Quand vous faites un crédit immobilier qui va vous engager sur 25 ans, vous n'avez pas juste envie de le faire en 5 minutes comme ça. Vous avez besoin d'avoir des conseils, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de comprendre c'est quoi les implications des différentes options, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même genre de sujet. Et par ailleurs, c'est quelque chose que j'ai compris en arrivant dans cette industrie, c'est que bon, le groupe BPCE, c'est un peu plus de 20%, ça finance un peu plus de 20% de l'économie française. Et donc, voilà, et puis tous nos échanges et tout notre équilibre économique, il dépend du bon fonctionnement de ce système. Et donc, il y a un paquet de conditions réglementaires et de sécurité, etc., qui s'appliquent sur le monde de l'informatique, sur le monde de la finance, qui est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas que ça soit aussi compliqué. Hein. Après être passé dans l'industrie, dans les transports et dans les télécoms et dans le tourisme, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Donc on est vraiment dans un monde super compliqué. Et par ailleurs, dans un groupe mutualiste, donc aujourd'hui on s'occupe de la il y a plus de 42 entreprises avec leur propre gouvernance, leur propre SI, 2 gros SI, un pour les banques populaires, un pour les caisses d'épargne. Et donc il fallait construire un système qui arrivait à embrasser tout ça et à embarquer tout ça. Donc le contexte n'est pas super favorable pour démarrer et réussir une transformation une transformation digitale en 3 ans, pardon pour le lapsus. Je sais pas si le contexte n'est pas favorable, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut le faire. Après, encore une fois, on avait des dirigeants qui étaient super alignés pour y aller, quoi. Donc, et ça, c'est fondamental dans ce genre de transformation. Dans ce contexte difficile, le fait que vos dirigeants soient hyper sponsors, est-ce que c'est le seul élément aidant qui vous a permis de démarrer, ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments positifs dans le contexte ? Je pense qu'il y avait donc ce sentiment d'urgence, j'en ai déjà parlé. Il y a un autre élément, alors là, il y a des gens dans la salle, donc je vais profiter pour me faire bien voir, mais les banques, c'est plutôt des entreprises qui sont bonnes en IT, hein, en informatique. Hein. Moi, je ne soupçonnais pas la complexité des systèmes avant d'arriver là-dedans, quoi. Franchement, chapeau. Et en plus, c'est des systèmes qui tournent. Tous les jours, vous avez vos comptes à jour. Moi, j'entends pas parler de gens qui se plaignent que leurs comptes ne sont pas à jour, sont mal tenus. Enfin, c'est des choses... et ça tourne tout le temps. Alors après, c'est plutôt de l'IT, effectivement, qui est orienté vers de la gestion, faire en sorte que vos comptes sont à jour, qui est le premier service qu'on vous doit, mais qui ne sont pas nécessairement
orienté vers la user centricity, que ce soit pour les clients ou bien même pour les conseillers dans les agences. Et donc le gros truc de la transformation digitale, c'était comment est-ce qu'on prend cette super matière là et ces gens qui savent bien faire de l'IT et en faire une usine, une machine de guerre pour conquérir le digital et ce qu'on fait avec tous les jours pour les clients et les collaborateurs. Il y a un choix que vous avez fait et qui m'a frappé quand tu m'as décrit la situation. Et puis, j'ai eu la chance de travailler quelques jours avec toi il y a 2 ans. C'est que pour lancer et piloter cette transformation digitale, qui touche aujourd'hui plus de 1000 personnes, 1300 personnes, vous avez choisi de mettre en place une structure très légère pour lancer et piloter. Tu peux nous en dire un mot ? Ouais, donc là, c'est vraiment ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait 3 choses qui sont un angle tech super fort, un angle de l'organisation du travail et un 3e truc qui est autour du management et de la mobilisation. Donc si je recommence sur l'angle tech, alors après, je ne sais pas si je le referai dans ma vie, mais on a, dès le premier jour, et sans nécessairement avoir tout vu, on a dit on va partir sur une architecture qui est orientée avec des API. Et voilà, qu'on voulait construire un front apaisé. Et en plus, on voulait le construire violet. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi violet? Donc violet, ça veut dire on prend les banques populaires qui sont bleues, les caisses d'épargne qui sont rouges. Et on fait qu'un seul front avec des API qu'on essaye de faire communes. Et non pas qu'on essaye, mais qu'on fait communes. Et voilà. Et donc, vous voyez un peu tout le travail que ça peut représenter. Et les API, ce qui coûte, c'est la première. Parce qu'il faut la faire, il faut mettre en place la gateway, etc. Mais maintenant qu'on a ça, on est super content de les avoir. Parce qu'aujourd'hui, on en a, je crois, 39. Qui font fonctionner notre système. Il y a un peu plus de 200 fonctions qui sont dedans. Et il y a 10 millions d'appels par jour. Et ces API, elles sont... voilà, c'est vraiment autour de ça qu'on a construit notre système. Et ouais, je voulais dire un autre truc. Ça nous aide aussi beaucoup à mettre en place les sujets de sécurité. Et notamment, quelque chose qui arrive là dans la banque, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers, ça s'appelle DSP2 et qui nous oblige à mettre en place de l'authentification forte à l'entrée à la banque à distance. Donc, c'est-à-dire une authentification à 2 facteurs. Et ce projet, moi, je crois que c'est le plus compliqué que j'ai jamais fait techniquement dans ma vie. Là. On n'en est pas encore complètement sorti, mais bon, je vois qu'il y a des gens qui acquiescent dans la salle, ils voient de quoi je veux parler. Et si on n'avait pas fait tout ce travail de transformation avec les API, avec les gateways, je pense qu'on serait loin d'arriver à délivrer ça. Il a démarré quand ce travail-là? Sur les API, ça avait été fin 2016. Ouais, on a commencé dès fin 2016. Les premières, on les a sorties 18 mois après, quoi. Parce que on avait commencé sur des trucs assez compliqués, les virements. Donc, par exemple, notre fonction de virement dans les applis, on a multiplié par 2 le nombre d'ajouts d'IBAN. Enfin voilà, et en fait, on est en train de créer des nouveaux usages. C'est ça qui est excitant aussi. Donc, de la tech. Le 2e sujet, c'est l'organisation de la transformation de la manière de délivrer. Et là, il y a 2 choses sur lesquelles on a bossé, c'est qu'on a changé la manière de fabriquer et la manière de déployer. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer des super produits si vous ne les mettez pas correctement dans les mains des clients. Donc sur la fabrication, c'est là où tu es intervenu et tu nous as aidés. Donc on est passé d'un modèle on avait une équipe qui travaillait en pizza et l'autre qui était encore en V. Et aujourd'hui, on est passé dans un modèle où on a 6 trains agiles, donc inspirés de CEF. Où tu étais venu, tu nous avais aidé à mettre ça en place. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait du CEF dans un monde comme nous, où il y a 2 grosses organisations IT qui sont à peu près dans toutes les villes de France et pas qu'à Paris, voilà, on a dû adapter ce modèle pour qu'il fonctionne. Pour info, ils sont à Toulouse, Perpignan, Aix, Paris, Nantes, Lille, Strasbourg, Dijon, Lyon. Quand on parle de travail distribué, on est à 15 minutes. Là on est... Ouais, comme quoi, quand on est dedans, on est dedans. Et donc, on a mis ça en place. Et donc, il y a des PI planning qui se déroulent. Et puis, on a une structure de projet qui est confiée au manager et qui
qui aujourd'hui marche bien. Et on n'imagine pas, quand on démarre un nouveau truc, de ne pas s'inscrire dans cette logique-là, quoi. Donc, je pense qu'on est devenu agile par, je sais pas, défaut, ou je sais pas comment il faut dire, mais... grâce à des coachs qui ont, qui ont bien saisi dans la salle aussi. les Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'organisation du travail. Donc là, tu parlais du build. Et puis il y a le déploiement. Donc on a inventé une super méthode qu'on a appelée Deploy. Donc dans un groupe français, c'est très pratique. Mais en gros, on a une discipline très très forte sur les déploiements. Donc comment est-ce qu'on les organise avec tous les établissements du groupe, comment on s'assure que les collaborateurs sont formés, comment on s'assure que les vidéos sont en place pour former les collaborateurs, comment on s'assure que les clients ne vont pas avoir d'emmerde la première fois qu'ils vont utiliser l'appli, qu'ils vont installer, etc. Et donc, c'est un travail qui occupe une dizaine de personnes pour s'assurer que chacun des produits qu'on lance est lancé correctement, qu'on mesure bien les impacts, qu'on fait tout de suite le cocooning avec les premiers clients, qu'on remonte vite les difficultés, qu'on corrige tout de suite, etc. Donc un énorme boulot. Moi, je m'attendais à ce que tu nous parles de déploiement technique. Non. Et là, tu parles de déploiement des produits dans ceux qui sont au contact, voilà. au contact du client. Exactement. C'est comment on met ça dans les mains des clients. Et c'est vrai que on passe beaucoup de temps à fabriquer les produits, mais on se soucie peu de comment est-ce qu'on les met dans les mains des clients. Donc nous, ça fait partie de nos préoccupations. Et donc ces 6-7 trains qu'on a en ce moment, ils mobilisent à peu près 1300 personnes. Voilà, donc ils ne sont pas tous à 100%, hein, puisque quand on construit des applis avec des API, on a des gens qui viennent du core banking et qui nous construisent les API. Donc ils passent, et après que l'API est construite, ils passent à autre chose. Mais voilà, donc ça fait un boulot assez important. Et après, techno, puis le troisième point, c'est le management. Donc moi, j'ai une organisation très très légère, hein, donc je suis 2 personnes avec moi qui m'ont aidé à construire ça, plus Emmanuel qui est dans la salle et qui m'aide à animer ça à mi-temps. Donc vous voyez, c'est une organisation pour manager ça, 1300 personnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire on a fait un gros boulot de mobilisation de tous les managers qui travaillent pour qu'ils adhèrent au modèle, pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils motivent leurs équipes. On a fait le tour de France pour aller voir toutes les équipes de développement pour qu'ils comprennent bien que c'est quelque chose d'important qu'ils font, que c'est pas juste une mode, que c'est comme ça qu'on veut bosser, que ça a du sens pour la banque, que leur rôle est important. Et à tel point que dans notre industrie où les informaticiens ils n'ont pas trop bonne réputation et c'est pas nécessairement les gens dont on est les plus fiers, maintenant c'est devenu the place to be. Donc là il y a les deux patrons du groupe, donc François Perrol et Laurent Mignon, on les a emmenés au cœur des équipes de développement. On leur a pas organisé un tour avec le préfet et tout ça, hein. On les a laissés une journée avec les équipes. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et voilà, et c'est comme ça aussi qu'on a embarqué tout le monde et aujourd'hui on a une super ambiance et une activité qui booste. Donc techno, organisation du travail, un management embarqué, voilà, ouais. Et donc une structure très légère pour piloter tout ça. Il y a quelque chose qui m'a vachement marqué moi, quand on a préparé cette interview. Je t'ai posé la question, ok, quels sont les KPI que tu suis pour t'assurer que ta transformation elle va dans le bon sens? Et franchement, on est resté 2-3 minutes à chercher parce que tu as fait le choix de mettre les KPI de transformation plutôt sur le delivery. Finalement, qu'est-ce que le digital apporte aux clients finaux plutôt que sur la transformation elle-même? Est-ce que ça rapporte du blé? Est-ce que ça permet aux collaborateurs de rester un petit peu plus longtemps que s'il n'y avait pas eu cette transformation-là? Et donc, tu n'as pas des KPI de transformation en soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, c'est l'avantage d'avoir 52 ans. On évite de prendre des engagements vis-à-vis de ses patrons. Comme ça, on est moins emmerdé après. Non, c'est comme une bonne maxime de boulot, c'est under promise, over deliver. Comme ça, bon, après, c'est plus dur pour son bonus parce qu'on l'a pas négocié avant. Mais non, non, c'est vrai que y a
quand on fait du commerce, on dit bon, quelle est la part qu'on va faire en ligne versus la part qu'on va faire en magasin, et puis je vais fermer les magasins, je vais faire des choses. C'est des sujets avec lesquels on parle beaucoup avec ta maison mère quand on se voit. Je te regarde. En fait, dans la banque, comme je vous ai dit, on a cette intervention humaine, elle reste clé quand même dans tous les moments de vie où les banquiers vous accompagnent et tout. Donc nous, on s'est focalisé vraiment sur le self-care, la banque du quotidien, c'est-à-dire que vous n'ayez plus besoin d'appeler quelqu'un pour saisir un IBAN, que vous puissiez faire un virement à vos enfants le dimanche à 17h quand ils n'ont plus d'argent et le faire en instant payment, comme ça c'est tout de suite sur leur compte. Que ça soit simple de piloter sa carte, qui était voilà. On s'est focalisé sur tous ces trucs-là. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a créé des nouveaux usages des produits bancaires, plus d'usages, plus proches, plus en autonomie. Et on a... Et c'est plutôt ça qu'on est en train de voir, un report massif des activités des agences vers les activités vers le digital, où le digital va supprimer les conseillers, etc. Donc, moi, je pense que dans cette industrie, pour un avenir que je vois, il y a besoin de conseillers. Il y a besoin de conseillers qui sont très bien informés, par contre, sur ce qu'ont leurs clients, etc., qui font des choses beaucoup plus à valeur ajoutée vis-à-vis de leurs clients. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire avec le digital et nos KPI, c'est ça, c'est de voir la pénétration, l'usage, tout ça, plus qu'un transfert d'activités et des économies de toute façon, moi, je ne sais pas et qui ne font pas partie de mes responsabilités dans l'entreprise. Ok. Donc finalement, des KPI qui sont les KPI de l'entreprise et de ce qu'apporte le digital à l'entreprise, plutôt que des KPI de transformation pure sur lesquels on se casse souvent les dents. Absolument. Ouais. Et donc tu commences à parler des défis à venir pour la Digital Factory, pour le 89C3 de BPCE. Si tu devais citer deux sujets qui sont devant toi et probablement devant certaines des personnes qui sont dans la salle et qui vont être des gros sujets à affronter et à craquer, tu choisis lesquels? Moi, il y en a, on a préparé ensemble, hein, c'est pour ça, la question, elle est... Merci du lancement. Il y a deux sujets qui sont très chauds. Le premier, c'est les outils pour les conseillers, pour les collaborateurs de la banque. Ce qu'on appelle, dans un langage très châtié, la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des systèmes, et il n'y a pas que chez les banquiers que c'est comme ça, où on a mis beaucoup d'énergie, tous les systèmes de user centricity, etc., pour construire des applications super efficaces avec les clients. Et donc, voilà, maintenant, vous imaginez pas que les applis, elles soient pas intuitives, etc. Bon, ça existe encore, mais ces gens-là, il faut qu'ils changent vite. Et par contre, cette énergie-là, il n'y a pas la même qui a été mise sur les postes de travail des conseillers. Et donc, voilà, il faut en être conscient. Il faut qu'on arrive à mettre toutes les technos qu'on a mis en place et les approches de user-centric, de UX, etc. pour les clients et qu'on les mette sur les postes de travail de nos collaborateurs. Et ça, je pense que c'est un enjeu. Et comme je te disais, comme et comme pour une boîte, alors on a mis en place les outils de collaboration type Office 365 et puis un outil de réseau social du groupe avec Yammer. Mais sur vraiment l'outil de production du poste de travail du conseiller, il y a plein de choses à faire sur automatiser la saisie des documents, limiter les tâches de recopie, etc. Enfin, tout ce que vous détestez faire quand vous êtes client face à votre PC, que vous interagissez avec une boîte, ça, on ne l'a pas encore fait pour les collaborateurs. Et moi, je pense que, je te disais tout à l'heure, il y a un business pour tous les boîtes de conseil du monde là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui a pensé... je ne pense pas nécessairement qu'un poste de travail, c'est l'appli web qu'on met dans les mains du collaborateur. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, nous, on a un énorme défi... ça va paraître un peu tarte à la crème, mais c'est la vérité. On a énormément de data dans la banque. Par contre, on ne les utilise pas pour développer du business aujourd'hui autant qu'on pourrait.
Et en plus, on est dans un monde de RGPD, on est dans un monde où en fait on a beaucoup de données, mais pour les utiliser, ça va être de plus en plus compliqué. Et pour nous, c'est clé si on veut faire en sorte que nos collaborateurs soient les plus pertinents possibles pour conseiller les clients, et aussi faire des offres où on va... Maintenant qu'on vous fait du self-care super bien pour vous dans la banque, on a des enjeux, maintenant qu'on a rempli les besoins de base là, de la pyramide, de faire des choses où on vous aide à bien gérer votre vie financière, et où on vous aide à comprendre votre pouvoir d'achat, à vous envoyer des conseils hyper spécialisés. Et donc ça, c'est le grand enjeu de la data qui est face à nous. Ok, donc symétrie des attentions et data. Voilà. Ok, donc tu risques pas de t'ennuyer. On a encore un peu plus de 5 minutes ensemble. 5 minutes ensemble. Est-ce que certains dans la salle ont des questions à poser à Frédéric ? Salut, pardon, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure comme quoi vous avez travaillé dans un modèle safe avec des équipes super distribuées partout en France à hauteur de 1300 personnes. Le terme PI est sorti, PI Planning. Comment vous avez réussi à gérer ces 1300 personnes sur le PI, si on a eu avec les 1300 personnes ou pas? On a 6 trains, donc on met pas les 6 trains en même temps quand on fait un PI. Et c'est vrai que le premier qu'on a fait, on avait mis tout le monde, et puis après on a fait déplacer un peu moins de personnes, et c'est comme ça qu'on gère. Mais c'est des rituels qui sont hyper importants dans notre vie, et qui sont suivis par tout le monde. Voilà. Donc on arrive à le faire fonctionner. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à venir nous voir. Tu as parlé de Safe. Est-ce que vous utilisez Safe by the book ou est-ce que vous l'avez adapté ? Alors, c'est une bonne question à laquelle tu connais la réponse parce que tu as participé au projet. On a pris Safe by the book, on a essayé de le vendre. Ça a été super compliqué, donc on a dû l'adapter. Voilà, mais moi, ce que je retiens de cette affaire, c'est qu'il faut partir d'un modèle et on n'est pas parti d'un livre blanc. Donc, on a pris Safe et on l'a adapté. Mais bon, comme toujours, hein, dans les méthodes et dans les logiciels, moins on les adapte, mieux c'est, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Marianne. Bonjour et merci. J'ai entendu, on a embarqué les managers. Et comment on fait pour embarquer des managers qui, au départ, sont des gens qui savent ce qu'il faut faire, et puis tout d'un coup, on leur dit que c'est peut-être d'autres choses qui vont prévaloir dans leur rôle, et c'est d'autres qui vont prendre des décisions sur ce qu'il faut faire. Moi, ouais, c'est une bonne question, mais en fait, très honnêtement, je pense que moi, je vois pas les équipes avec lesquelles qui travaillent là-dessus comme étant des gens, comment dire, je les considère pas au départ comme étant des gens fermés, qui n'ont pas envie de bouger, etc. Et aujourd'hui, franchement. Voilà, j'ai bossé avec eux comme avec des gens intelligents qui étaient prêts à comprendre une nouvelle manière de bosser, etc. Très honnêtement, le plus gros problème, les plus grosses difficultés qu'on a eues, c'était avec les PO qui voulaient, qui aimaient bien leur petit système où ils sont au centre du truc et ils managent leur pizza team comme ils l'entendent. Et c'est là où il y a le plus de difficultés, mais c'est pas avec les managers des équipes de dev qu'il y a les plus grosses difficultés parce que les gens comprennent, etc. Puis voilà, aujourd'hui je suis là, vous êtes nombreux, 89.3 ça commence à se connaître et tout, c'est un modèle qui fonctionne, qui attire, voilà, donc tout le monde a compris qu'il y avait un bénéfice à le faire. Mais au départ, franchement, j'ai pas pris les gens comme étant comment dire, je n'étais pas dans une vision où il faut que je leur apporte la bonne parole, etc. J'aurais parlé comme à des gens intelligents et leur dire travaillons autrement, faisons autre chose. Et tout le monde était content pour se faire. Et puis
voilà, donc ce qui est aussi comment dire, une satisfaction pour moi, c'est que les gens qui ont suivi là-dedans, bah, ils ont progressé, maintenant ils ont des rôles importants. Là, il y a Eric qui est dans la salle, c'est mon architecte en chef. Avant, il ne s'occupait pas de ça. Ils sont reconnus dans l'entreprise comme étant des managers importants. Ils sont invités aux grandes réunions, etc. Et donc, tous ceux, enfin voilà, c'était le bénéfice pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait plaisir en tant que manager d'une boîte comme ça, quoi. Il y a deux éléments pour avoir mis un petit pied chez toi que j'entends pas là aussi, c'est que le fait que tu as embarqué ces managers dès le démarrage de la transformation pour leur expliquer quels étaient les enjeux et les faire participer dès le début, qu'ils ne se sentent pas simplement subir la transformation, mais en faire partie, voire en être acteur. Et le fait qu'il y a eu beaucoup de gens sur place pour accompagner. Je vois Jean-Marie qui est là, qui a accompagné les équipes et les mid managers également sur le terrain pour faire en sorte que cette nouvelle méthode de travail tourne. Ouais, comment dire, la transformation dans une boîte comme nous, elle ne se commande pas de Paris. Il faut avoir des bons relais, il faut aller voir les gens, il faut les convaincre tous les jours. Enfin, c'est un travail sympa. Merci beaucoup Frédéric. Merci on est arrivé au bout du temps imparti. Et, tu pourras, pour ceux qui ont encore des questions à Frédéric, je pense que tu pourras y répondre. Je me tiens juste au après. fond de la salle. Ok. Et encore merci, pour ton temps. Merci.